Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, comme d'habitude, on va parler de bouffe, de resto, de culture, de débat d'idées, etc., etc. Enfin, le journal d'un vegan, quoi. Donc, entamons le programme sans plus attendre. Cette semaine, je ne vais pas faire dans l'originalité et je pense que vous l'avez vu venir, puisque la semaine dernière, je vous présentais les nouveautés de chez La Vie, et je vous ai dit, on en parlera plus tard. Ce moment est venu. Alors oui, si vous êtes en retard sur mes vidéos, vous êtes complètement déconnecté des réseaux sociaux, vous l'ignorez peut-être, mais La Vie, marque française, a sorti un jambon végétal. Ça y est. Alors ce jambon, il se décline en version classique et en version fumée aussi. Voilà. Deux nouvelles références. Ça se trouve a priori dans les grandes enseignes. Moi j'en ai vu dans un Intermarché il y a une semaine. Enfin, il y a quelques jours, oui, c'est ça, une semaine. Je crois que ça se diffuse doucement, mais sûrement sur toute la France. Donc, à surveiller de très près. Il y a 4 tranches, ça pèse 120 grammes. Et on est quand même avec un taux de protéines intéressant, à savoir 19,5 grammes de protéines au 100 grammes. Voilà. Bon, assez parlé, dégustons. Ah oui, comme vous pouvez le constater, en ce moment, il y a une petite réduction de lancement. Autant en profiter. C'est toujours cette prix. Allez, on ouvre. Là, c'est la version nature, classique. Et c'est pas mal quand même. Et vous savez quoi? Le premier truc qui frappe, c'est pas tant le visuel, même si, bon, c'est pas mal, c'est l'odeur. Il y a une odeur de jambon blanc qui flotte, là, tout de suite, autour de moi. C'en est presque perturbant. Mais si vous savez un peu analyser les parfums, vous comprendrez assez vite que ça a cette odeur un peu de salaison et de bouillon. Parce que le jambon, le vrai jambon, c'est fait avec un bouillon, c'est poché. Bon, bref. Aussi, il y a un autre truc que je vois. Je prends une tranche, c'est qu'il n'y a pas de bord gras. Alors que, bon, La Vie, quand même, a un gras ultra réussi qu'on retrouve dans ses lardons et dans son bacon. Donc ils auraient peut-être pu aussi faire un pourtour de gras autour. Maintenant, pour avoir discuté avec Nicolas, le fondateur de La Vie, il me disait que le choix avait été fait de ne pas mettre le gras, simplement parce que c'est pas quelque chose qui se mange. Enfin, très peu de personnes qui mangent du jambon animal mangent le gras avec, ils le retirent. Donc, ça sert à quoi de produire un bord de gras décoratif pour que, instinctivement, les gens le détournent? Autant aller à l'essentiel, ça fait de la matière première en moins de gâcher. Et alors, je parle avec la tranche de jambon entre les mains, et en fait, vous voyez qu'elle est assez souple. Alors, par rapport à ce que j'ai pu goûter pendant la soirée, elle est plus épaisse, un peu plus de densité. D'ailleurs, elle est bien opaque. Ah oui, l'odeur est folle, quoi. Mais est-ce que ça se déchire bien? Oh là là, pas mal du tout. Allez, tel quel, nature, sans rien. Bah ouais, c'est assez fou. Parce qu'à la fois, on retrouve le côté un peu sec d'une viande blanche, et à la fois le côté un petit peu juteux qu'on peut retrouver dans ce type de jambon. C'est très humide en bouche. Il y a un contraste entre le sec et l'humide. Et pour le coup, ça m'évoque vraiment mes vieux souvenirs de jambon blanc. C'est assez cousin. Au niveau des parfums, le goût, on est au même niveau que l'odeur. C'est très très jambon, très bouillon, très réussi. Il y a beaucoup d'umami. C'est pas fade du tout. Alors oui, je pense, je m'avance peut-être, mais je pense que vous faites goûter ça à quelqu'un qui mange de la viande, il dira oui, c'est pareil. En termes de parfum, pour moi, c'est extrêmement réussi. Et ça donne envie d'y retourner.
Alors, avec un peu de pain, petite margarine, des cornichons, ça pourrait être chouette. En fait, faire un jambon beurre crédible, bah, ça porte une main. Alors, on peut le faire soi-même, ou alors, on peut aussi aller directement chez Land & Monkey qui propose dorénavant un jambon beurre à sa carte. Ouais, c'est le hasard. Ils m'ont envoyé un message juste avant que je commence à tourner la séquence en me disant « Hey, viens goûter notre nouveauté ». Bon bah ok, j'arrive. Bon, allez, c'est parti. Dégustation découverte. On est sur un pain baguette, le jambon la vie, alors c'est le jambon nature, c'est ce qu'on m'a dit, pas le fumé. Et dedans, il y a de la margarine végétale et c'est tout. Il n'y a pas de cornichon. Pourquoi il n'y a pas de cornichon? Ouais. Ouais. Bah oui. Ouais, jambon beurre, quoi. On a tous les codes. C'est exactement l'expérience traditionnelle de sandwich si célèbre en France, mais en version végétale. Ouais, je pense que ça va avoir du succès ce truc-là. Et là, petit bonus, ils ont revu leur croque-monsieur de manière très logique. Donc ils ont remplacé maintenant le tofu qui était déjà à l'origine de la recette par du jambon végétal de la vie. Super pertinent. Voyons la différence. Bah, je suis un peu confiant quand même. Ah, ça marche bien aussi, hein. Allez, retour à la maison, vous l'aurez compris, c'est une véritable la vie mania que vous allez vivre dans les prochains jours parce que, ouais, c'est un super produit, c'est vraiment un game changer, ça répond à une problématique que peu de marques avaient essayé de résoudre, du moins pas avec un grand succès, il faut bien admettre. Et là, ça y est, on a un produit qui est crédible, tant dans le goût que dans la mâche, donc c'est bien. Et il réagit très bien aussi dans des recettes. Alors, je ne vais pas regoûter la version fumée devant vous, croyez-moi, elle est très bonne. C'est exactement la même chose que le nature, avec cette petite note de fumée, qui n'est pas un fumé extra fort, mais juste délicat. Donc ça permet encore une fois d'être utilisé à bon escient dans diverses préparations, ou à déguster comme ça vite fait sur du pain. Ça, c'est pas le problème. Donc, on a pu voir le croque-monsieur, on a pu voir le sandwich classique jambon beurre. Quelle serait la recette, un peu nostalgie, qui utilise du jambon que vous aimeriez reproduire? Et voyons si c'est faisable. Laissez-moi vos idées en dessous, hein. Ah, aujourd'hui, je suis très content parce qu'il y a un nouvel établissement qui vient d'ouvrir et que j'attendais avec impatience. Il s'agit de la petite sœur de Marcus Pizze Amore, dont je vous ai maintes et maintes fois parlé, avec sa gamme de pizza vegan exceptionnelle. Eh bien, le chef avait pour projet d'ouvrir un autre établissement plus grand dans lequel il pourrait enfin s'adonner à une de ses grandes passions, faire des pâtes fraîches. Ce jour est arrivé. Après Marcus, voici Martha. Alors, si vous connaissez déjà Marcus, vous ne serez pas dépaysé avec Martha, puisque vous retrouverez des pizzas vegan à la carte. Alors, il y en a un petit peu moins, il y en a 6. Mais il y a aussi un petit peu moins de pizza pas vegan. Donc ça s'équilibre parce que, oui, il y a aussi les pâtes. Et c'est pareil, c'est bien séparé entre les pâtes et les pâtes vegan. C'est dans deux sections différentes, donc vous ne pouvez pas vous perdre. Donc, bah forcément, aujourd'hui, on va peut-être plutôt aller sur les pâtes. Hein, c'est un peu la spécialité de la maison. On attend juste Marie et Flo qui nous rejoignent pour déjeuner et découvrir Resto tous ensemble.
Bon, bah voilà, Marie et Flo sont arrivés, nous avons commandé et pas de hasard, on a tous pris des pâtes. Et oui, c'est la spécialité. Mais pour commencer, à la carte, il y a une focaccia aux olives. Alors, on se fait plaisir. Et bah pour commencer, c'est très agréable. On est plus sur une pâte à pizza, mais avec ce petit goût particulier qu'on retrouve dans la focaccia, le côté salé, l'huile d'olive. Et là, les petites olives dessus qui sont super bonnes avec les herbes. On ne trouve pas plus. Très content. Et pour info, il y a quand même dans les pizzas, je me souviens de m'en rendre compte, une nouvelle pizza exclue qui s'appelle la Baby. Et elle est sur une base de pesto au basilic, mozzarella végétale, tomate cerise, haché végétal, roquette, gondino pimenté et râpé. Bref, ça a l'air bien gourmand ça aussi, mais on va rester sur les pâtes. Ok, nos plats de pâtes sont arrivés. Alors moi, j'ai choisi un plat avec de la pistache. C'est un truc que j'aime beaucoup. On a Florian a pris la même chose. Et alors les filles, elles ont pris le plat avec du basilic et de l'aubergine. Donc bon, chacun son univers. Goûtons. J'aime bien le cardéroche sur la presse de la sorte. Ah ouais, quand même. J'ai quand même goûté le second plat. Hein. Je suis plus sérieux. Ah, en blanc. Il est pas vegan, lui. Très très bon aussi. Bon, on s'arrête 2 minutes. C'est délicieux. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'une pâte fraîche par rapport à une pâte sèche réhydratée. Beaucoup de gens disent ouais mais c'est pareil, je vois pas la différence. Alors, si vous voyez pas la différence, il y a un problème. Voilà, je vous le dis clairement. Parce que là, on a vraiment une pâte qui est souple, mais qui n'a pas ce côté réhydraté classique. J'adore les pâtes sèches, hein, c'est pas la question. Mais c'est jamais la même chose. Là, on sent une élasticité particulière, quelque chose de beaucoup plus tendre. Trop bonnes les pâtes. Ouais. C'est vraiment délicieux. Et là, la sauce à la pistache, avec le pistache concassé par-dessus, c'est puissant, c'est riche, c'est dense. J'aime beaucoup. Bon, alors aussi, je peux parler de la version que Laura et Marie ont prise. C'est aussi très capteur. On sent que c'est une tomate qui est faite maison. Les aubergines sont fondantes. Le basilic est frais. C'est encore un parmesan vegan qu'on connaît bien. Eh oui, le Gondino. Ça fonctionne toujours à merveille. Bref, c'est un très beau plat de pâtes hyper simple qui va droit à l'essentiel, c'est-à-dire au plaisir. Bon alors Marie, tu as aimé ton plat? J'ai trop aimé. C'est vraiment le resto qui manquait à Paris. On en parle tout le temps avec Flo, je l'ai dit dans mes vlogs. Je trouve qu'un bon resto italien, c'est ce qui manquait, ou un resto où on a des pâtes, parce que déjà on est super fan de Marcus. On va tout le temps manger des pizzas là-bas. Mais là, d'avoir la version pâte, hein, c'est un bonheur. Les pâtes sont incroyables hein, et la cuisson est juste parfaite. Ah ouais hein. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux sur la cuisson, en tout cas dans mon assiette. Donc vraiment, merveilleux quoi. On reviendra tout le temps. Comme ouais. Marcus. Oui, pareil. Ouais. Et maintenant, place au tiramisu, hein, parce qu'on va pas finir ce repas sans un tiramisu vegan. On est des gens sérieux ou pas? Bien sûr. Allez. Et voilà, c'est l'heure. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. On le connaît par cœur. Mais j'aime bien confirmer les choses. Oui, c'est lui. C'est lui qu'on veut, c'est lui qu'on a. Bon, bah, je vais manger ça tranquillement. On va tous déguster ça pour finir notre repas. Bon, bah voilà, nous sommes repus, satisfaits, heureux d'avoir bien mangé des bonnes choses. Donc, bah, ça fait toujours plaisir de voir des restaurants traditionnels qui osent afficher des vraies options véganes, travailler en fonction. C'est relativement rare encore, hein, malheureusement, et Marcus et Martha sont la preuve vivante que ça peut très bien fonctionner. Alors, juste pour les connaisseurs, Martha, c'est rue Richard Lenoir, pas boulevard Richard Lenoir, et en gros, c'est juste à côté, enfin à une rue derrière, de VG Pâtisserie. Voilà, donc si vous savez comment venir chez VG Pâtisserie, vous saurez
où trouver Martha. Alors les amis, cette semaine, je vous propose un petit sujet de réflexion léger, quoique, on va dire un sujet lucide sur nos influences et nos attachements à certaines marques qui finalement font partie de notre quotidien. C'est vrai qu'on a tendance à avoir une opinion très forte envers certaines marques et un attachement parfois quasi irrationnel. Et bon, ça va au-delà du marketing. On est dans une sorte d'acte de foi. On le voit d'ailleurs souvent dans des débats autour des technologies. Depuis quasiment que le net existe, il y a toujours eu des clans qui se forment autour de marques avec des gens qui défendent coûte que coûte la marque comme des supporters d'une équipe sportive. C'est vrai que c'est étrange parce que finalement, à quoi bon? Et je me suis livré à l'exercice suivant. J'ai essayé d'isoler 10 marques qui ont une influence particulière sur ma vie, sur mon quotidien. Des marques que je suis finalement, presque malgré moi, j'ai tendance à défendre pour des raisons plus ou moins objectives. Eh bien, je me suis prêté à cet exercice. Je vais donc lister 10 marques qui me touchent particulièrement pour diverses raisons. Et on verra bien si on peut en tirer quelque chose. Bon. Je pense qu'une des marques les plus évidentes chez moi, c'est incontestablement Apple. Voilà. Apple, c'est une marque que j'affectionne parfois au-delà de la raison, même si j'ai tendance à estimer que j'ai de bonnes raisons d'apprécier cette marque pour énormément d'aspects de ses choix, de ses propositions, de ses technologies, de ses designs, etc., etc. Vous le savez, je travaille sous Mac, j'ai un iPhone, j'ai des HomePod, j'ai mon Apple Watch, je suis avec mon iPad à la main tout le temps. Je suis Appleisé presque à 100%. Je n'ai pas de télévision, mais il est évident que si j'avais une télévision, j'aurais déjà acheté une Apple TV pour pouvoir streamer tout directement sur une télé sans passer par une box et pouvoir tout centraliser depuis mon Mac. C'est évident, mais bon, je n'ai pas de télé et je compte pas en avoir. Donc, c'est une marque qui est apparue relativement tardivement dans ma vie. Pendant très très longtemps, moi j'étais un gros gamer, donc un apôtre de Windows, puisque c'était le seul système sur lequel on pouvait faire tourner des jeux, et même aujourd'hui encore, c'est malheureusement encore le cas. La majorité des jeux vidéo sortent sur Windows, sur les consoles, et Mac... on a des miettes et Linux a la poussière des miettes. Donc c'est vrai que c'est très inégalitaire. Et quand j'étais justement à fond dans le jeu vidéo, bah pour moi, Windows était une évidence. En tant que power user et ayant de très bonnes connaissances en hardware et en système, je m'y sentais comme un poisson dans l'eau. Et c'est même devenu mon métier pendant un certain temps. Donc, je ne pensais pas un jour que je migrerais chez Apple pour tout. On m'aurait dit ça, j'aurais dit non. vous blaguez. Et pourtant, à un moment, je me suis rendu vraiment face à l'évidence que ça correspondait beaucoup plus à mon état d'esprit, à mes besoins et mes envies. Parce que quand on fait de la maintenance informatique toute la journée sur des machines Windows, on n'a pas envie d'avoir des problèmes chez soi. Donc, avoir un Mac, c'est une certaine sérénité d'esprit. C'est inégalable. Voilà, je parle vraiment d'expérience. Et voilà, donc, soyons honnêtes, Apple, pour moi, c'est une marque qui ponctue toutes mes journées à un moment ou un autre, à travers l'iPhone, le Mac, la musique, etc., etc., et ses services. Donc c'est sûr, c'est le numéro 1 dans mon podium des marques qui m'influencent le plus. Et la preuve en est, hein, hier soir, c'était la keynote d'automne. C'était la grand-messe. Hein. J'avais pris rendez-vous dans mon agenda, 19h, keynote. Et comme à chaque fois, je suis fidèle au poste en live pour savoir quelles sont les nouveautés. Même si je compte pas forcément acheter des choses. Mais je tiens à être au courant et à la minute près. Seconde marque pour laquelle j'ai un attachement iconique, on va dire, c'est Doc Martens.
la fameuse marque de chaussures anglaises. Je porte des Doc depuis que j'ai 19 ans, tout le temps. Voilà. La seule période où je n'ai pas porté de Doc, c'est au début de mon véganisme, où j'étais passé chez Vegetarian Shoes pour trouver des alternatives sans cuir à des chaussures style Doc Martens. Jusqu'au moment où Doc Martens a enfin ressorti toute une gamme de chaussures véganes. Et là, je me suis pas fait prier. Hein. C'est sorti, j'ai tout de suite été acheter une paire. Et depuis, bah voilà, je suis toujours chez Doc Martens. Alors oui, c'est vrai que j'ai d'autres chaussures. Enfin, j'ai une paire de Stan Smith. Je vous avais déjà montré parce qu'elles étaient véganes et que je voulais des chaussures un peu plus légères et varier les plaisirs. Mais mon cœur va toujours chez Doc Martens sur la bottine montante. J'ai évolué avec. J'ai eu différents styles, différentes hauteurs, de la 8 trous à la 20 trous en termes de tige, avec ou sans coque. Voilà. C'est une marque que j'affectionne parce qu'elle a un poids historique aussi dans les sous-cultures. Elle représente quelque chose. Et elle a un côté à la fois street et à la fois martial, à la fois sérieuse et à la fois décontractée. Elle est très polyvalente, cette chaussure. Donc oui, bah, je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure raison parce que, par contre, je suis franc, avec le temps, elles ont perdu dans leur qualité. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, au sujet de Doc Martens, qui est une des vidéos qui marche le mieux de cette chaîne, depuis l'ouverture de cette chaîne, c'est incroyable, où j'explique un peu mon ressenti par rapport aux qualités avec un comparatif. J'en démords pas, c'est des chaussures hyper confortables, j'adore le style, mais l'usure de la semelle qui ne peut pas être remplacée, ça reste rédhibitoire, c'est un problème. Être obligé de changer de paire de chaussures entièrement tous les 2-3 ans parce que la semelle est rabotée et qu'on ne peut pas la faire réparer, il y a plus intelligent, je trouve, de nos jours, mais bon, voilà. La majorité des chaussures maintenant sont comme ça, on ne peut pas les faire ressemeler. Donc, la marque suivante va peut-être en surprendre plus d'un, mais je suis totalement fan de Red Bull. Je parle bien des sodas, hein, pas de la marque qui sponsorise finalement des événements de sport extrême, même si je trouve ça sympa en soi. Non, non, c'est vraiment l'energy drink Red Bull. C'est quelque chose que j'adore depuis que ça existe. Pourtant, je ne suis pas très soda, je ne suis pas très boisson sucrée. Bon, je reste curieux, je goûte un peu tout ce qui passe à un moment ou à un autre, mais une fois. Et puis, j'y reviens pas. Red Bull, par contre, j'ai pas du tout la même relation. C'est presque addictif. Il fut une époque où je buvais un Red Bull quotidiennement pour le plaisir, parce qu'en plus, je ne suis pas sensible à la caféine. C'est vraiment ce goût typique. J'ai goûté énormément d'énergie drink venant de partout dans le monde, et le Red Bull, ça reste mon favori. Et oui, je suis vraiment fan. Il suffit que je passe dans la rue à côté de quelqu'un qui ouvre une canette de Red Bull, il y a une effluve qui passe à côté de moi, et là je fais j'ai envie d'un Red Bull. Ouais, c'est à ce niveau-là. Après, ça fait quand même quelques années que j'ai arrêté d'en boire quotidiennement, et je ne m'en bois même pas une fois par mois. Ça reste un plaisir que j'ai réussi à isoler pour des moments particuliers. Généralement, j'attends qu'il y ait des promos sur des packs de 4 ou alors une canette achetée, une canette offerte, enfin des trucs comme ça pour dire allez, aujourd'hui un petit Red Bull. Mais j'ai perdu l'habitude d'en boire tout le temps et c'est pas mal. On continue dans la boisson et non, ce ne sera pas du café. Non, non. Parce que le café, en termes de produits, oui, je suis d'accord, mais je n'ai pas de marque forte autour du café où je vais vous dire ah c'est celle-là, je suis fou de cette marque. Il y a différentes spécialités autant dans les torréfacteurs que dans ceux qui font du matériel et c'est des marques toutes différentes, donc non, c'est pas le sujet. Par contre, en gardant l'idée des boissons chaudes, il y a le thé et là par contre c'est plus la même histoire. Je pense que vous l'aurez deviné aisément. Mariage Frères. Mariage Frères, c'est une marque de cœur, une marque auquel je suis extrêmement attaché, tant pour la qualité de ses produits, que son image, que son savoir-faire, son histoire, le décorum qu'ils ont construit dans leur salon, dans leurs différents points de vente, les comptoirs.
J'adore. J'adore. C'est vraiment mon univers. Et fut une époque où j'étais un très gros client. J'y allais plusieurs fois par semaine. Oui, oui. C'est cette époque où je n'étais pas indépendant à être sur YouTube. Vous savez, quand vous êtes salarié et que vous avez de l'argent et que vous dites, oh, allez, on y va. Ouais, non, c'est fini. Mariage frère, maintenant, j'y vais assez souvent, mais c'est pas, voilà, c'est une fois par mois, quoi. Voilà. Et puis, alors, surtout, c'est l'été. L'été que je prépare à la maison avec Laura. On est tous les deux très fans d'été mariage frère. Là encore, j'ai réduit ma collection de thé. Fut un temps, toutes marques confondues, j'en avais une cinquantaine de thés différents en même temps. Et bon tiers, c'était que du mariage frère. Voilà. Maintenant, on est beaucoup plus sage, plus raisonnable, concentré sur 4-5 thés en même temps, pas plus, histoire de les écouler et pas laisser les dates courir et les thés s'éventer. Mais en tout cas, mariage frère, c'est le réflexe. C'est aussi un petit peu comme Apple qui fait ses keynotes. Quand mariage frère annonce ses nouveautés, je me dois d'y aller, de les goûter, de savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont essayé d'innover. Et puis maintenant qu'ils proposent des options véganes dans le salon pour manger, ah là là, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter cette histoire d'amour. La marque suivante, elle est évidente parce qu'elle est là, tout de suite, maintenant. C'est exactement ce que vous faites tout de suite. YouTube. YouTube, c'est mon métier. Mais c'est plus que ça. C'est devenu une passion parce que je découvre du contenu de qualité et j'en consomme énormément quotidiennement. On compte en plusieurs heures. Alors, j'ai pas de télé, mais j'ai YouTube. Je suis capable de rester à regarder une vidéo pendant 3 heures d'affilée sur le même sujet. Parce que il y a une richesse d'informations qui est juste phénoménale. Et quand on tombe sur des gens qui savent porter leur sujet, qui ont de la pertinence et juste le talent de narrateur qui fait qu'on accroche, bah voilà quoi. Voilà. Donc oui, YouTube, c'est une évidence. C'est clairement pas un réseau social comme les autres. Est-ce que c'est vraiment un réseau social d'ailleurs? Pour moi, c'est une plateforme de service. Mais voilà. Instagram, à côté, j'y vais jamais. Enfin, j'y fais 15 minutes par jour, ce qui n'a rien à voir avec YouTube. Alors d'accord, j'adore cette plateforme, mais pour autant, c'est pas pour ça que je suis d'accord avec toutes les politiques mises en place par YouTube. Il y a des choses qui sont très bien, qui ont du sens, et d'autres où je me dis, mais est-ce qu'ils consultent vraiment leurs utilisateurs et les créateurs pour prendre des décisions aussi ineptes? Je comprends pas. Hein, on pensera peut-être, pour ceux qui se souviennent, à la suppression de l'option communautaire de sous-titrage des vidéos. Ça a été un sacré coup dur. Alors oui, effectivement, il y a l'outil de sous-titrage et de traduction automatique que j'active systématiquement, faute de mieux. Mais voilà, avant, il y avait une petite équipe parmi vous, de bénévoles, qui très gentiment faisait effectivement le sous-titrage de toutes mes vidéos et c'était super pratique, j'avais juste à valider et je pouvais avoir confiance dans quelque chose de qualité avec des gens passionnés qui voulaient me soutenir. Et bah c'est perdu, enfin c'est perdu, le travail fait n'est pas perdu, mais cette convivialité, cette entraide, bah, elle a disparu. Et maintenant, voilà, il y a d'autres outils avec des plateformes extérieures à YouTube qui proposent ce genre de choses, avec des services payants, et bah non en fait, voilà. Pas exagérer. Dans une toute autre sphère, on va parler vêtements. J'ai une marque de prédilection, puisque c'est finalement la seule marque que je porte, à de rares exceptions près. Je parle de Uniqlo. Uniqlo, c'est la fameuse marque très minimaliste japonaise de prêt-à-porter qui a pour idée géniale de proposer des basiques indémodable tout le temps et on ne subit ni les saisons ni les modes. Alors oui, effectivement, il y a des produits de saison, mais qui reviennent systématiquement. Et surtout, bah, tous les basiques que je porte, je les trouve tout le temps. Donc si
j'ai besoin d'en changer, je n'ai pas à me prendre la tête, à me dire est-ce que je vais retrouver exactement le même modèle, la coupe que j'aimais, est-ce le truc que je voulais, est-ce que je vais devoir me contenter de la nouvelle version? Non, non, il y a toujours la même chose. Mes polos, mes pantalons, mes caleçons, mes chaussettes, mes sweats, mon impair, tout ça c'est du Uniqlo. Et je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité, prix et durabilité des textiles. Ce que j'aime bien aussi chez eux, c'est le côté très technique sur certains vêtements pour garder le chaud ou éviter de transpirer. C'est vraiment très très agréable d'avoir des vêtements qui sont fiables et confortables. Voilà. Toutes les marques ne peuvent pas en dire autant. Et au moins, ils ne sont pas dans la case fast fashion. Ils sont juste au-dessus. Voilà, ils sont pas loin, hein, mais ils sont au-dessus. Puisque comme le nom l'indique, fast fashion, c'est vite conçu, vite produit, vite consommé, vite jeté. Uniqlo, c'est pas du tout la même chose. C'est des intemporels. Alors bien sûr, ils font des collections éphémères, mais elles disparaissent pas en une semaine. C'est des trucs qui durent sur 3 mois. Donc on n'est vraiment pas dans l'esprit fast fashion. Donc voilà. Vous êtes assez nombreux parfois à m'envoyer des petits messages privés sur Instagram en me disant « Ouais, tiens, j'ai bien aimé ton sweat, j'ai bien aimé ton truc, qu'est-ce que tu me recommandes pour des vêtements sans fibre animale ?» Et je dis « Bah, moi, je vais chez Uniqlo. » Voilà. Oui, parce que il n'y a pas que des trucs véganes chez Uniqlo. Hein. Ça, c'est certain. Ils ont encore des trucs avec du duvet, du machin. Il y a du mérinos, enfin... Voilà. Mais si vous lisez attentivement les étiquettes, vous verrez que la majorité des produits sont clean et que vous ne trouverez pas les 5% de laine cachée. C'est quand même plutôt confortable. Enfin, vérifiez quand même toutes les étiquettes. Autre marque très importante pour moi, et c'est une certaine évidence, puisque non seulement je l'aime, mais aussi j'en ai besoin. Mes lunettes. Ray-Ban, que ce soit pour mes verres solaires ou mes verres de vue, je fais confiance à Ray-Ban pour la qualité globale, parce que ce sont des matériaux qui sont vraiment solides. Le style, que j'adore, hein, ça c'est toujours mes Wayfarer classiques, ce petit style années 50 typique avec sa monture en bakélite. Je trouve ça, pareil, indémodable, stylé et confortable, et je m'en lasse pas. Au moins, c'est justement ces marqueurs temporels où on se dit, bah, ça, dans 20 ans, ça n'aura pas bougé en termes de style. Ça restera super cool, avec la petite touche élégante, mais à la fois cool. Il faut toujours l'équilibre. Alors, il faut savoir que Ray-Ban, c'est une très vieille marque de lunetterie à la base, je crois, américaine. Ils faisaient des lunettes pour les aviateurs de l'Air Force, dont le modèle Aviator, très connu, que j'aime pas du tout. Et c'est vraiment une marque iconique qui a beaucoup de fans à travers le monde, c'est sûr. Bon, après, tout n'est pas beau chez Ray-Ban, hein, loin de là. D'ailleurs, objectivement, à part les Clubmasters et les Wayfarers, je suis pas non plus en disant « Ah oui, c'est pas... » Ouais, voilà. Enfin, il en faut pour tous les goûts. Au moins, la qualité est toujours au rendez-vous. Alors, à savoir que les Wayfarers, elles ont une spécificité, c'est qu'elles sont fabriquées et montées en Italie. Et ouais, ça vient pas de l'autre bout du monde. Alors, par contre, chez Ray-Ban, ils ont des montures qui sont fabriquées ailleurs. Hein. Donc, je pensais que tout était fait en Italie, mais pas du tout. Non, non, non. Il n'y a que les Wayfarers et certainement d'autres qui le sont. Donc, bon, voilà, ça ne change pas grand-chose. Mais j'aime bien l'idée d'avoir une marque qui fabrique en Europe. Bon. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut en boire avec modération. Ah, je vous l'ai dit. Je vais vous parler de Brewdog. Brewdog, la fameuse brasserie écossaise qui est très chère à mon cœur depuis très longtemps. Parce qu'ils font de très bonnes bières. Alors oui, à la base, c'était de la brasserie artisanale avec énormément d'audace. Et ils ont tellement grossi qu'aujourd'hui, bon, on est au niveau de l'industriel, mais avec la qualité du craft. Donc c'est un bon compromis pour avoir des bières qualitatives, pas exorbitantes, mais qui sont toujours très bien faites.
Et puis bon, ils ont quand même des micro-lots de bières un peu spéciales, il faut bien reconnaître. Même si je trouve qu'avec le temps, ils sont un peu plus sages. Mais ça n'empêche pas que leurs bières sont toujours excellentes, du moins elles correspondent à mes goûts. Et j'aime aussi tout particulièrement les pubs Brewdog qu'on trouve un peu partout dans le monde, dont un à Paris qui est clairement mon lieu pour retrouver des amis favoris pour les soirées. Ouais, c'est un incontournable pour moi, j'y vais très souvent, dans la mesure du raisonnable. Mais voilà, c'est une valeur sûre. Alors, n'oubliez pas aussi que chez Brewdog, en France, du moins enfin à Paris, ils ont une pizza vegan à la carte. Ça permet de grignoter. C'est peut-être pas le truc le plus fou, mais c'est toujours sympa. Si vous allez à Bruxelles ou allez à Londres, par exemple, vous aurez des Brewdog. Là, à la carte, vous verrez qu'il y a plein d'options vegan, dont des burgers, des hot dogs, des wings de chou-fleur. Enfin, ça dépend. Mais c'est une entreprise qui est très vegan-friendly, ne l'oublions pas. Ça a été la première brasserie de Grande-Bretagne à être labellisée par la Vegan Society sur l'ensemble de ses bières globales. Alors attention, toutes les bières de Brewdog ne sont pas véganes, certaines contiennent du lactose. Il suffit de lire les étiquettes ou de demander au staff quand vous allez dans un pub Brewdog. Et alors oui, au-delà d'aimer les produits, d'aimer un peu l'identité qu'ils ont mis autour, j'ai ce réflexe presque conditionné, c'est quand j'ai envie d'aller boire une bière avec quelqu'un, c'est là-bas que je propose un rendez-vous, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Et même, comme je vous disais tout à l'heure, vous trouverez des options véganes à l'étranger. Si on va à Londres, que je veux une bière, je vais aller dans un Brewdog. Pourtant, là-bas, des pubs de qualité, il y en a beaucoup. Mais je suis conditionné, clairement. Je veux une bonne bière, je suis chez Brewdog. Voilà. Faut passer au-delà, je pense. Parfois, je me dis que je rate peut-être des bonnes choses. Alors, cette marque-là, elle est évidente pour moi, mais elle est dans l'esprit de la nostalgie, puisque je ne peux pas en profiter plus. Il s'agit de Marks & Spencer, voilà, la chaîne de magasins britannique que j'adore. C'est mon magasin favori pour faire des courses. Voilà. C'est indéniable parmi tout ce qui existe. Si je devais en garder qu'un seul, ce serait un Marks & Spencer. Et en fait, j'ai grandi avec des Marks & Spencer. À l'époque, quand j'étais gamin, Marks & Spencer était établi à Paris, dans le quartier de l'Opéra, en face du Printemps ou des Galeries Lafayette, je ne sais plus. Et avec ma mère, on allait faire des courses là-bas assez souvent, en fait. Et j'adorais leurs produits. J'étais vraiment toujours très fan. Après, quand je suis devenu grand et autonome, il y avait encore des Marks & Spencer à Paris. C'était même développé à travers toute la France. Et c'était génial, parce que là, il y avait encore plus de choix, et surtout pour l'alimentation. À l'époque, j'étais végétarien, et il y avait plein de produits végétariens qu'on n'aurait jamais espéré trouver dans un magasin standard, style Monoprix ou Carrefour. Et chez eux, ils avaient plein de choix, et toujours très qualitatifs. Donc quand ils sont repartis de France parce qu'ils n'étaient pas contents du marché, bah, j'étais un peu effondré. Et quand ils sont revenus, j'étais « Ah, mais quel bonheur !» Alors c'est vrai qu'on en a bien profité, c'était un point vraiment incontournable de nos courses hebdomadaires. On passait toujours dans un Marks & Spencer. On avait un qui n'était pas très loin de chez nous au niveau alimentation. Et voilà. Je suis très nostalgique. Donc quand on passe à Londres, oui, on va aussi dans un Marks & Spencer parce que c'est bien. Et j'espère qu'un jour, ils se réinstalleront en France, et cette fois-ci de manière définitive. Ce serait mon plus cher désir. Et je finirai par une dernière marque dont je vous parle assez régulièrement. C'est Tang Frères. Alors je parle bien de la marque parce que Tang Frères, oui, c'est une chaîne de magasins et c'est bien de ça dont je parle. Mais ils sont aussi importateurs et ils ont beaucoup de produits sous leur marque. Et je suis effectivement totalement fan. J'ai toujours aimé la cuisine asiatique avec un grand A et toute cette diversité. Que ce soit la cuisine japonaise, coréenne, chinoise, vietnamienne, thaïlandaise, etc. etc. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de richesses, tellement de parfums, tellement de produits un peu étranges qui ne demandent qu'à être apprivoisés. Et j'ai très rapidement fait le pont vers ces produits
Alors déjà, parce que quand j'étais gamin, mes parents allaient dans le grand Tank Frères de Paris assez souvent. Et donc j'étais avec eux, et j'étais aussi un peu, waouh, qu'est-ce que c'est que ce magasin? Donc culturellement, ouais, pour moi, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Avec le temps, c'est pareil, comme je savais que c'était pas très cher, voire moins cher qu'ailleurs, quand on organisait des soirées, des trucs comme ça, des événements où il y avait beaucoup de monde, on se disait, bah, on va faire des grosses courses là-bas, et puis je cuisinerai avec ce qu'on trouve, mais ça va pas exploser les budgets. Donc pour moi, Tank Frères était souvent synonyme de moments festifs, du moins des préparatifs. Et puis bah, après, bah, c'est devenu un magasin pour les courses du quotidien. Alors oui, c'est un peu loin de chez nous. Alors, quand on y va une fois par mois, en gros, et on se charge bien en prenant énormément de produits. Parce que c'est vrai que les prix sont toujours hyper accessibles. La majorité des produits sont de très très bonne facture. Et puis ça correspond aussi à mes goûts. Et c'est pour ça que je vous parle très très souvent de produits asiatiques. Il n'y a pas de mystère, c'est chez Tank Frères que ça se passe. Et j'ai le réflexe d'utiliser des produits asiatiques tout le temps, même dans des recettes qui ne sont pas du tout. Parce que pour moi, ça a du sens. Bref, oui, il y a un attachement, il y a une certaine émotion, et il y a surtout une reconnaissance pour ce magasin qui réussit à rendre accessible des produits dont on n'a pas l'habitude et qui ouvre un peu le champ des possibilités. Bon bah voilà les amis, c'était mon top 10 des marques qui m'influent le plus honnêtement possible. Alors vous remarquerez que je n'ai pas parlé de marques de produits véganes, purement vegan, parce que j'adore les produits véganes, sinon je ferais pas ce boulot. Mais il n'y en a aucune où j'ai un attachement quasi viscéral. Il y en a énormément que j'aime et que je consomme et dans lequel j'ai une grande confiance. Mais c'est pas la même charge émotionnelle, c'est pas le même attachement, et faut bien le reconnaître. Donc ne vous étonnez pas, s'il n'y avait pas ces marques, ça ne veut pas dire que je les boude, c'est juste qu'elles ne sont pas au même niveau. Alors que peut-on vraiment en conclure? Eh bien, j'aurais tendance à dire que les marques, comme les idées, font partie, à un moment ou à un autre, de la construction de notre identité, qu'on le veuille ou non. Certains le regretteront, mais l'influence, et pas forcément négative, elle est réelle, elle est réelle. On a un attachement qui fait que on est bien avec certaines marques plus qu'avec d'autres. Et c'est pas forcément un mal ou un bien. Je pense que le tout, c'est de savoir pourquoi on a cet attachement et avoir un petit pas de recul. Parce que je pense qu'il y a aussi des marques qui nous suivent toute notre vie et on ne les a pas remis en question. Typiquement, ça va être la marque de moutarde que les parents avaient à table, et on va racheter la même marque de moutarde par mimétisme, parce que c'est un référent de qualité pour nous. Et on va peut-être pas aller tester d'autres moutardes, parce que oui, bon, bah, celle-là, elle est très bien, et puis de toute façon, mes parents ont toujours mangé ça, et puis chez mes grands-parents, il y avait aussi cette moutarde, donc on perpétue une sorte de tradition, mais sans vraiment se dire, oui, mais cette moutarde particulière, elle a un goût d'enfance, un goût de nostalgie, elle véhicule des valeurs, des moments de rassemblement de famille, ou genre, enfin, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment, quand on fait des choses, il faut essayer d'avoir ce pas de recul pour l'analyser un peu, dire ok, c'est une habitude qui pourrait changer, ou au contraire, elle a du sens pour nous, elle est fondatrice. Alors maintenant, je vous invite à vous prêter à l'exercice. Dans les commentaires, laissez-moi, si vous le souhaitez, allez, je vais vous épargner 10, sauf si vous voulez vraiment, mais on va dire les 5 marques, si vous faites une petite introspection, qui vous marque le plus et qui étaye votre quotidien. Ça m'intéresse de voir si on a des trucs en commun. Et n'hésitez pas d'ailleurs à expliquer pourquoi, si vous réussissez à mettre le doigt sur la raison qui vous attache particulièrement à une marque, ça peut être super intéressant. Si vous êtes amateur de café au quotidien et que vous avez envie de monter un petit peu en gamme sans vous ruiner, j'ai trouvé quelque chose qui devrait vous intéresser. En effet, vous le savez, pour ma part, je suis vraiment assez exigeant.
Et quand on parle de café, pour moi, c'est une affaire sérieuse. Donc, je vais vers des terroirs ou des crus qui me parlent. Et c'est vrai que c'est un sacré budget si on en avait une consommation vraiment classique, comme la majorité des ménages en France, ça coûterait vraiment très très cher. Donc, heureusement, moi j'ai une consommation paradoxalement très modérée, et ça s'étale sur le temps. Par contre, de temps en temps, j'ai envie quand même d'avoir un café simple, juste pour le plaisir du café, sans chercher forcément des sensations particulières, découvrir des saveurs qui me retournent le cerveau. Enfin, c'est ce qui fait la beauté de ce genre de produit. C'est tout ce qu'on va y trouver, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et parfois, on a envie de quelque chose d'un peu plus classique. Oui. Et curieusement, c'est là qu'intervient le partenaire historique de cette chaîne, à savoir Koro. Et oui, à force, vous le savez, sur le catalogue de Koro, il y a énormément de choix en alimentation ou même en objets pour la cuisine, et c'est très cool. Mais il y a une section que j'évitais très soigneusement, c'est la section dans les boissons où il y a des cafés. Parce que forcément, je me dis, vu les prix, ça peut pas être bon. En plus, ils ont plein de cafés qui sont aromatisés, parfumés à quelque chose, au niveau du grain, de la mouture. Très très peu pour moi. C'est pas du tout ce que je recherche. Mais je suis tombé sur quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Sur le catalogue est apparu le mot Yirgacheffe. Lui, là. Oui, là, j'ai bien conscience que ça nécessite une toute petite explication rapide. Qu'est-ce que c'est que ce mot étrange? Eh bien, on parle d'un café éthiopien. Et le Yirgacheffe, c'est un de mes favoris. Voilà. Quand je ne sais pas quoi prendre quelque part et qu'il y a ça à la carte, et qu'il n'y a rien de vraiment original, Yirgacheffe. C'est mon standard, c'est ce que j'adore. Donc, il y a 2 mois, j'avais déjà commandé un sac sans en attendre beaucoup de choses parce qu'il n'est pas très cher au kilo. Étrangement peu cher par rapport à mes habitudes. Donc, j'essaye, mais je m'attends à rien de bien. Et finalement, bah, ça a correspondu exactement à ce que je vous disais. Un café qui a son identité, mais qui est facile à boire, pour que le quotidien, tranquillement, sans prétention, mais qu'un petit truc. Et bah, il n'en fallait pas plus pour que je vous en parle du coup. Cela dit, je vous avoue que il faut élaborer une bonne recette pour en tirer vraiment toutes les saveurs. Parce qu'au premier abord, comme tout café, il va falloir régler les choses. Alors oui, je sais, si vous êtes sur une machine à café filtre automatique, vous n'avez pas du tout la maîtrise sur la température ni rien. La seule chose que vous allez pouvoir régler, potentiellement, c'est la mouture que vous allez faire sur votre café. C'est un paramètre important. Donc je vais vous donner là tout de suite ma recette sur laquelle j'ai eu le meilleur résultat pour une extraction. Vous pouvez le dupliquer finalement sur une machine automatique, je pense. Je ne connais pas trop ce genre de choses. Et puis pour ceux qui font du café en manuel comme moi, et comme de plus en plus de personnes, eh bien, suivez bien mes instructions. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, on va quand même regarder le café lui-même, à quoi ressemble le grain. Voilà, alors c'est un sachet qui est avec un zip pour le refermer. Mais moi, je vous l'avais déjà dit, j'avais acheté chez Koro justement aussi des pots en céramique avec un truc en bois. Et c'est étanche, donc je conserve toujours mes cafés là-dedans. Donc je vais pouvoir le remplir. C'est plus pratique ouvrir un sac, je trouve. Alors, hop, voilà. Ouh. Je vous montre de plus près. Regardez dans ma main. Vous voyez, vous avez déjà certainement la surprise, si vous n'êtes pas habitué au café de spécialité, de voir des grains de toute petite taille et surtout avec une couleur très marron, beige, clair, parce qu'on est sur une torréfaction qui est légère, dit light roast. Quand vous achetez du café dans le commerce, dans les supermarchés, c'est quasiment toujours du dark roast, donc une torréfaction très poussée, et c'est ça qui fait l'amertume, le côté brûlé en fin de bouche. Avec ça, vous ne devriez pas en avoir. Ce qui veut dire que ce sont des cafés qui sont beaucoup plus indiqués en extraction sur du café filtre, et pas trop l'expresso. Allez, c'est parti. Déjà, on va remettre le café dans son pot.
Ensuite, ce sera 15 grammes de grains à moudre. Ah, presque. Ouais, c'est une affaire sérieuse. Voilà, parfait. Alors pour ceux qui sont équipés d'un moulin manuel style Commandante, je vous donne l'information, ce sera 22 clics pour le réglage. Et pour les autres, essayez d'avoir une mouture qui est à peu près de la taille de la fleur de sel. Je ne peux pas vous dire mieux comme indication. Voilà, allez, c'est l'heure de moudre. N'oubliez pas de toujours rincer le filtre avec votre eau chaude. Ça permettra aussi de chauffer le flaconnage et que le verre fasse pas un différentiel de température. En parlant d'eau, c'est 94 degrés que je préconise pour extraire au mieux ce café. Allons-y. Alors, je mets mon café. Voilà. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des petits morceaux. Il y a un différentiel dans la mouture. Et c'est des petits morceaux de résidus que vous trouverez même autour du grain. Une petite sorte de petit parchemin. Ce n'est pas grave du tout. Hein. Ça fait partie de ces cafés naturels. Et je vais mouiller la mouture avec 50 grammes d'eau et laisser poser pendant 45 secondes. Et là, c'est parti. Je vais faire 4 versements de 50 grammes d'eau. Et entre chaque, je laisse à peu près 15 secondes. Allez, dernier versement pour arriver à 250 grammes d'eau. Et voilà. Alors, vraiment une belle extraction, une belle robe rouge. Goûtons ça tout de suite. On a un nez assez fruité, qui tire un peu sur l'agrume. Très ambré aussi, ça se conjugue. Allez. On est sur quelque chose de très doux, avec une bonne longueur en bouche. Pas d'astringence, pas d'amertume finale marquée. On a des notes un peu plus vanillées. Le côté, par contre, agrume disparaît. Mais moi, je détecte des petites touches légèrement florales. Oui, voilà. Ah, c'est bon. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il habille bien le palais et la bouche. On a un vrai parfum qui se diffuse, et même dans la longueur. Donc, voilà, ça fait largement le boulot. Alors, je l'ai aussi testé durant les grandes chaleurs, en extraction à froid, dit cold brew, à savoir que j'ai préparé 50 grammes de grains avec une mouture plus épaisse, taille d'un grain de sel, gros sel, oui ça me paraît bien, gros sel. Donc une mouture plus épaisse, et puis une extraction à froid avec de l'eau filtrée, 1 litre d'eau, 50 grammes de café, et à peu près 12 heures d'extraction au froid directement. Résultat, top. Alors certes, hein, on n'est pas encore dans le café de spécialité, mais on est à la frontière. Je ne sais pas quelle est la note de ce café. Si vous avez bien suivi une des vidéos dont je suis assez content, où je vous montrais ce que c'était que la torréfaction, on vous a expliqué un petit peu l'histoire des notes, des grades qui évaluent effectivement tout ce qui est café de spécialité ou pas. Donc je n'ai pas cette information, c'est fort dommage, mais j'en suis persuadé, ce n'est pas un café de spécialité, on est juste à l'entrée. Je suppose que si on prend l'échelle de 85+, on doit être à 80. Ben, on est un peu en dessous. Et c'est très bien, c'est très bien. Pour tous les jours, c'est super. Alors par contre, hein, si vous êtes habitué à boire du goudron, ça va vous faire un choc. Vous pouvez me dire, mais c'est pas du café, on dirait presque un thé. Oui, c'est très léger en bouche, c'est assez aqueux, avec plein de subtilité. Et comme je vous l'ai dit, pas d'amertume, pas de goût de brûlé. Donc c'est une belle expérience du café au sens où je l'entends. Mais si vos marqueurs, c'est le gros Lavazza des familles, c'est un autre univers. Mais complètement.
Donc voilà les amis, je suis très content d'avoir choisi ce produit sur le catalogue Coro parce que parfois faut oser. Faut oser, c'est pas un grand risque, mais j'aime pas être déçu. Et là je suis pas déçu. J'ai juste eu un petit peu de mal à le prendre en main au début, mais ça y est, je vous ai donné la recette magique pour le réussir correctement. Donc à vous de voir, est-ce que vous l'avez déjà testé, le café Yergachefe de chez Coro? Ça m'intéresserait. Est-ce que vous en avez pensé quelque chose de positif ou au contraire, ça vous a déstabilisé parce que c'est pas conforme à vos habitudes de consommation? Tout est possible, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, je trouve ça super plaisant de réussir à avoir un café de qualité à un prix très accessible. Et en parlant de prix, bien sûr, je vous invite fortement à aller sur le site coro.fr et de profiter de mon code de réduction qui vous donnera 5% en moins sur votre commande. Le code Sébastien Cardinal. Vous commencez à le savoir. Bon, et profitez-en pour regarder tous les autres rayons parce que ce mois-ci, il y a eu plein de petits trucs vegan, des nouveautés sans pied vegan que je ne connaissais pas, que j'ai commandé et que je testerai à l'avenir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qu'on avait été voir au cinéma à l'époque et qui est aussi disponible sur Netflix. Ce film, c'est The Imitation Game. Imitation Game, c'est une histoire tirée d'une réalité, puisque ça retrace l'histoire de Alan Turing, un mathématicien anglais, qui a été très clairement à l'origine de ce que l'on peut concevoir comme étant les principes de l'informatique. En gros, c'est une sorte de génie des mathématiques qui a contribué pendant la Seconde Guerre mondiale à casser les codes allemands, la fameuse machine Enigma, grâce à une machine qu'il a créée avec des principes d'algorithme pour essayer de casser les codes le plus vite possible. Et c'est très clairement grâce à son travail que la Seconde Guerre mondiale a pu être gagnée par les Alliés, parce que sans ça, eh bien, il n'y aurait pas eu les possibilités de comprendre ce que les forces de l'Axe se communiquaient entre elles. Voilà. Donc c'est pas n'importe qui. Pourtant, ça fait partie de ces personnages de l'ombre qui sont restés très méconnus du grand public. Et j'ai été absolument ravi le jour où j'ai appris qu'ils adaptaient une période de sa vie au cinéma. Et alors, Alan Turing a été interprété magistralement. Alors, je dis magistralement, je ne savais pas comment était le vrai Alan Turing, donc j'ai pas de point de comparaison. On n'a pas vraiment de traces à part quelques photos. Mais l'interprétation en tant qu'acteur, la performance était vraiment superbe. Et l'acteur que j'aime beaucoup, c'est Benedict Cumberbatch, qui est toujours génial. Vous savez, c'est celui qui jouait Sherlock. C'est le même. Bref, c'est une histoire qui est passionnante, malgré le côté mathématique, chiffrage, etc. Le contexte historique est bien retranscrit. Tout est haletant. Et on apprend tellement de choses sur un point historique et un personnage tellement méconnu. Alors méconnu aussi parce que il n'était pas considéré réellement comme un héros malgré son travail à cause de son homosexualité. Et dans les années 50, il était même poursuivi pour son homosexualité et a fini par se suicider. Voilà. Donc c'est pas super top. Et d'ailleurs, il y a une légende qui dit que le logo de Apple, cette pomme croquée, est un hommage à Alan Turing qui se serait empoisonné en mangeant une pomme avec du cyanure. Voilà, la dernière bouchée. C'est une légende. C'est pas vraiment une réalité, je crois. Bref, si vous n'avez pas vu The Imitation Game, je vous engage vivement à corriger ça, parce que c'est un excellent film. Et ne serait-il pas temps de cuisiner un petit peu ? Je pense que oui. Alors, aujourd'hui, je vais partir sur une recette à base de seitan. Ça fait très longtemps. Et pourtant, Dieu sait que c'est un ingrédient que j'adore. Et on va le travailler dans une inspiration un peu plus sud-méditerranéen. Enfin, il y aura différentes influences comme d'habitude. Mais on va plus dans ce coin-là.
Allez, let's go. Bon, alors vous aurez constaté, il y a un petit esprit basquaise sur le retour, hein, mais pas que. Il n'y a pas de vin blanc, par exemple. Dans le basquaise, il n'y a pas de safran. Bref, je me suis un peu inspiré de différentes choses. Goûtons. C'est bon ça. Moi j'adore ce genre de plat un peu en sauce, un peu riche, même si on reste sur des légumes dits du soleil, donc c'est relativement léger et fruité en termes de parfum. Alors, on a comme un vrai bon plat avec beaucoup de sétan, donc c'est dense et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est une recette que j'ai vraiment improvisée pour vous. J'avais quelques fils conducteurs, mais bon, comme j'avais tout dans le congèle, ça a été assez facile à mettre en œuvre. Et puis oui, effectivement, j'ai encore utilisé un sétan en bocal, parce que c'est pareil, c'est le genre de truc que j'ai toujours dans le placard. Mais vous pouvez faire votre sétan maison et l'utiliser exactement de la même manière. En tout cas, j'espère que ça aura aiguisé vos papilles et ouvert votre appétit. Et voilà les amis, c'est la fin du journal. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Et avant de vous laisser, je voulais dire un grand merci. Alors oui, à mes tipeurs, ça vous le savez, mais aussi à tous ceux qui me font des dons directement via PayPal pour me soutenir. Alors je parle par là, alors que bon, normalement Tipeee, je peux vous dire merci directement en message privé. Visiblement, avec PayPal maintenant, bah, j'ai plus les adresses mail des personnes qui m'envoient une petite somme. Donc je peux pas renvoyer un message pour remercier, ce qui est quand même la moindre des choses. Voilà, c'est un peu embêtant. Donc bon, ceux qui l'ont fait, parce que vous êtes quelques-uns à avoir soutenu mon travail de cette manière depuis 15 jours, je ne suis pas en train de vous mépriser. J'ai juste pas moyen de communiquer avec vous. Voilà, mais merci du fond du cœur. En tout cas, pour ceux qui ne veulent pas donner d'argent, vous pouvez au moins me donner un petit pouce, laisser des commentaires, partager la vidéo, vous abonner si c'est pas fait. Ça c'est pas bien ça par contre. Faut corriger ça tout de suite. Et puis voilà, bon, prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!